Bonjour à tous. Aujourd'hui je vous propose de m'accompagner dans la mise à jour de ma machine personnelle, machine qui me sert essentiellement à jouer et à faire ces vidéos. Pour le contenu de cette machine, j'ai retenu un Ryzen 2700X, qui est quasiment ce qui se fait de mieux dans la gamme Ryzen, donc c'est le Ryzen 7, hors donc les Threadripper, donc les versions plus professionnelles. Ryzen 7 qui sera accompagné d'une carte vidéo X470, donc les cartes vidéo avec les nouveaux chipsets spécifiques à ces nouveaux Ryzen. J'aurais pu choisir une X370, mais il fallait que je sois sûr que le BIOS soit compatible, ce qui pour le moment est assez compliqué à trouver. J'ai retenu une Gigabyte, la version Ultra Gaming, donc c'est la version moyenne gamme on va dire. Derrière il y a l'Ultra Gaming 5 et la 7. Qui est quand même une carte mère assez complète et pas trop chère. Donc le processeur, je précise, je l'ai eu pour 275 € je crois, la carte mère 150 €. Accompagné de ça, j'ai retenu un kit Corsair de Vengeance LPX, donc c'est du low profile en 2x8 Go, 3000 MHz, donc 3 GHz, en casse 15, donc ce qui devrait être tout à fait suffisant pour accompagner ce processeur là, sachant que la mémoire DDR4 est extrêmement chère en ce moment. Je me suis limité à ça. J'ai un petit kit d'upgrade Noctua, puisque j'ai un dissipateur Noctua et je ne vais pas utiliser le dissipateur qui est inclus avec le kit fourni par AMD pour des meilleures dissipations, donc kit Noctua. Et puis la pâte thermique que m'a prêté mon frère, puisqu'il fait aussi un upgrade en même temps que moi. Donc il m'a proposé de me passer sa pâte thermique pour que j'ai pas utilisé mes vieux kits qui doivent être un petit peu périmés. Je garde l'alimentation, le disque dur, la carte vidéo qui est une GTX 960. Donc on va voir tout ça en images. Je vous explique en même temps comment on fait pour installer une carte mère, installer un processeur, installer la mémoire, installer le dissipateur, que ça vous serve aussi d'information. Et puis j'espère que je vous retrouverai prochainement et que je pourrai faire le montage de cette vidéo sur ma nouvelle machine. Alors sur cette installation, je vais recycler mon dissipateur Noctua. Donc j'ai un Noctua NH12P que j'ai acheté en 2009, je vous ai mis même ma facture LDLC. Et Noctua envoie gratuitement les kits d'adaptation pour les nouvelles plateformes que vous pouvez avoir. Donc ici la Mi4. Donc je vais remplacer les connecteurs, enfin en tout cas les fixations qui sont fournies de base avec la carte mère par les fixations spécifiques Noctua pour y fixer le radiateur Noctua. Alors le Ryzen est fourni avec, en tout cas ce modèle-là, le 2700X, est fourni avec un dissipateur qui est de bonne qualité, mais ce dissipateur-là, donc déjà il a des LED, ce qui n'est pas forcément super utile. L'autre point qui est un peu plus négatif, c'est qu'il souffle directement sur la carte mère, ce qui est pas franchement gênant, mais par contre quand il commence à faire chaud, moi je préfère le Noctua qui a deux gros ventilateurs de 120 mm, qui sont en push-pull et qui, dans mon cas de figure, poussent l'air vers l'extérieur du boîtier, vers le ventilateur qui donne à l'arrière du boîtier. Et donc ça permet quand même d'évacuer rapidement l'air chaud qui vient du processeur. Donc je trouve ça préférable. Donc j'ai juste en fait à retirer les deux supports fournis avec la carte mère, mettre les 4 petits plots et fixer dessus les deux pattes de fixation et je serai prêt. Donc c'est la seule chose que je fais en dehors du boîtier pour avoir de la place pour travailler sur la carte mère. Je profite que la carte mère soit en dehors du boîtier pour vous montrer des petits trucs, en particulier un gros plan sur le socket AM4 avec son levier, donc qui me permettra d'y installer le Ryzen 7 2700X un petit peu plus tard dans la vidéo. Sur la carte mère, j'ai 4 slots DDR4, donc sur lequel je viendrai installer ma mémoire Corsair. J'ai ici le connecteur ATX, donc connecteur qui permet d'alimenter la majorité de la carte mère. Ce connecteur ne fonctionne pas seul, il est équipé il fonctionne avec un deuxième connecteur 8 pins, situé en haut de la carte mère. J'ai un port PCI Express 16X, un 8X et un autre port PCI Express qui sont encapsulés dans du métal, et puis ici le slot M2 pour les SSD. Tout en bas ici, on voit les connecteurs qui permettront d'y fixer USB 2, USB 3, etc. Et puis les ports SATA, 6 ports SATA, qui permettent d'y connecter disque dur et mon lecteur de Blu-ray. Alors on attaque maintenant le démontage de la configuration existante et puis le remontage de la nouvelle configuration. Donc je démonte les vis à main qui sont sur un boîtier, donc c'est un Fractal Design R3, qui lui aussi a pas mal d'années. Il est très solide, très pratique d'utilisation. Le seul point négatif que je vois pour le moment, c'est les ports USB en façade qui sont que de l'USB 2. Donc actuellement j'ai une Gigabyte GTX 960, j'ai une alimentation, une Corsair HX 750 watts qui date d'il y a presque 10 ans aussi, donc pas toute récente. Le dissipateur Noctua que je garde, le reste en fait je vais m'en débarrasser. Donc actuellement j'avais un i7 920 avec 18 Go de RAM,
3x2 et 3x4 Go. Le reste, j'ai un SSD SanDisk de 960 Go, un disque dur à plateau de 640 Go je crois, et puis ici j'ai un lecteur de Blu-ray, donc tout ça je le conserve dans la tour. Voilà en gros ce que je garde, ce que j'enlève, donc c'est pas une config qui va être complètement nouvelle. Donc je commence avec le démontage de la carte vidéo, donc c'est une, donc comme je le disais, une Gigabyte GTX 960. C'est pas une carte vidéo ultra haut de gamme, mais malgré tout elle suffit pour des jeux à peu près standards. Il faudra sûrement que je fasse évoluer ça dans un futur plus ou moins proche en fonction des jeux auxquels je vais jouer dans le futur. Toujours est-il, c'est qu'elle est très silencieuse, vous voyez qu'elle est compacte parce que c'est une 960, donc il n'y a pas besoin non plus d'un gros espace, et puis elle est bien refroidie. Donc moi elle me plaît bien pour l'instant, et puis je verrai si je la garde. Le reste de la config, donc c'est un i7 920 qu'on ne voit pas, qui est caché sous l'énorme Noctua, que je vais m'empresser de démonter. Alors j'en profite que je fais le démontage pour vous parler d'une chose. Vous voyez que cette carte mère, elle est pas si vieille que ça, mais elle a 9 ans, on va dire. Malgré tout, on voit qu'au niveau design, elle a un sacré coup de vieux, que ce soit au niveau des coloris. Elle a pas les petites LED bling bling qui coulolent qu'on voit sur les nouvelles configurations. Pour autant, par rapport à ma nouvelle carte mère, puisque là je fais la voix off après l'installation, elle est équipée quand même de fonctionnalités super intéressantes. En particulier, elle a des boutons de Clear CMOS et de reboot qui sont très accessibles et pratiques. Voilà, donc je démonte l'alimentation, j'ai démonté les principaux connecteurs, je démonte tous les connecteurs SATA, mais en fait je laisse tout dans le boîtier, puisque moi le principe c'est juste de remplacer la carte mère et ses principaux composants, donc j'ai pas besoin d'aller modifier l'installation de l'alimentation, etc. Je fais un gros plan sur le i7 920 pour information, juste pour vous montrer qu'en fait la manière de fixer le processeur n'est pas du tout similaire à ce que fait AMD. Puis vous voyez des gros plans de la carte mère pour vous montrer que le look, même s'il est tout à fait d'actualité au niveau refroidissement, etc., c'est pas tout à fait similaire à ce qu'il y avait maintenant. Enfin, ce qu'il y a maintenant. Donc voilà, la carte mère, je la retire, puisque j'ai démonté toutes les vis. Voilà, je vais faire maintenant un bon coup de ménage dans le boîtier, parce que mine de rien, il a quand même pris un peu la poussière. Et puis, une fois que tout est propre, je vous retrouve pour l'installation de la carte mère. Maintenant que le démontage est fait, on va enfin pouvoir s'attaquer au montage. Alors, première étape dans le montage, c'est de venir fixer l'IO Shield. Alors, l'IO Shield, c'est quoi? Je vous démonte l'ancien pour vous montrer. C'est cette petite plaque métallique, en fait, qui se trouve à l'arrière du boîtier, et qui permet de cacher, ou de fermer, en tout cas, l'endroit de la carte mère où vous avez les différents connecteurs. En tout cas, les connecteurs principaux, pas les connecteurs d'extension. Donc, chaque carte mère est plutôt spécifique en termes de connecteurs, etc., même au sein d'une marque. Donc, chaque carte mère est livrée avec son IO Shield. Donc l'IO Shield en fait représente juste en fait les trous des différents connecteurs, et vous avez juste à venir le clipser. C'est une taille standard, vous le clipsez à l'arrière du boîtier, et ça permet de fermer le boîtier, donc d'avoir quelque chose de plutôt propre à l'arrière du boîtier, d'éviter aussi les entrées d'air à ces endroits-là, pour éviter que la poussière rentre intempestivement. Donc ça c'est la première étape, qui n'est pas la plus compliquée, mais qui est nécessaire à faire si vous voulez un boîtier isolé au niveau de la poussière. Je vous montre ce que ça donne de l'arrière. De toute façon, c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire, mais vous voyez que c'est isolé à l'intérieur, et à l'extérieur, vous avez juste un truc propre, où vous avez les libellés des différents connecteurs, donc USB, port réseau et compagnie. La deuxième étape, donc là, sur un boîtier neuf, il vous faudra faire quelque chose, moi c'est déjà installé, c'est de fixer des entretoises en cuivre, donc sur le fond du boîtier, tout simplement pour éviter que la carte mère touche le fond du boîtier métallique. Les entretoises sont au nombre de 9, donc 3 rangées de 3. Vous avez de temps en temps des connecteurs plastiques, moi je vous conseille de les mettre toutes avec des vis, parce que dessus, en tout cas dans mon cas, j'ai un dissipateur assez lourd, donc il vaut mieux que la carte mère soit correctement arrimée. Alors moi c'est une carte mère ATX, donc les entretoises ont été réglées pour être fixées sur de l'ATX, donc c'est standard, une fois que vous avez mis les entretoises dans les trous ATX, il suffira juste de les visser. Donc vous voyez que j'ai fixé ce qui va bien au niveau du Noctua, donc j'ai des connecteurs à l'avant qui vont me permettre de fixer mon nouveau radiateur. Et puis il suffira de venir brancher les connecteurs une fois que la carte mère sera en place. Par contre, avant d'installer la carte mère, n'oubliez pas de retirer tous les plastiques. Les plastiques qui vont évidemment prendre la chaleur si vous ne les retirez pas. Donc déjà c'est pas très joli, et puis en plus ça risque de sentir rapidement le plastique brûlé. Donc une fois que c'est fait, il suffit de venir présenter la carte mère dans le fond du boîtier.
Normalement, tout devrait s'aligner. Alors moi, il se trouve que comme tout est déjà branché, il faut que je pousse un petit peu les câbles pour faire de la place. Mais normalement, vous devriez voir les différents trous où visser la carte mère qui s'alignent parfaitement avec les entretoises que vous avez placées. Ensuite, c'est super simple, vous trouvez 9 vis qui sont normalement soit fournies avec votre boîtier, soit fournies avec votre carte mère, et puis vous venez fixer vos 9 vis, vous les serrez de manière raisonnable, de manière à ce que la carte mère soit bien arrimée après le fond du boîtier. Maintenant que la carte mère est bien installée dans le boîtier, un petit tour du propriétaire. Donc vous avez donc une Gigabyte Aorus Ultra Gaming avec son socket AM4. Elle a 4 ports de DDR4 avec les petits, donc je vous montrerai comment l'installer ici. Donc un port ATX 24 pins avec son petit port associé, le 8 pins. Je vais essayer de vous zoomer dessus même si on ne le voit pas bien maintenant dans la pénombre. Les deux sont à brancher, sinon évidemment ça ne démarrera pas. Elle est aussi équipée donc du X470, qui est le nouveau chipset, associé au nouveau Ryzen 2700X. 6 ports SATA sur la carte mère. Vous avez 3 ports PCI Express, donc un 16X, un 8X. Vous avez aussi des petits ports 1X si nécessaire. Elle est aussi équipée ici de la partie audio, donc vous voyez que la partie audio est bien séparée, c'est la petite section qu'on voit du reste de la carte mère. Tout en bas, vous avez tous les ports d'extension, donc USB 3, les boutons Power et compagnie. Ici, un autre petit port USB 3.1. Et enfin, partout sur la carte mère, alors là, il faut chercher parce qu'il y en a un nombre pas possible, vous avez tous les connecteurs de ventilation. Donc voilà en gros la carte mère. C'est pas la carte mère la plus haut de gamme de chez Gigabyte, mais elle est plutôt pas mal. Alors, la première chose que je fais, c'est de brancher tout de suite le port 8 pins d'alimentation, parce que avec mon dissipateur et compagnie, eh bien, ça va être difficile de le faire. Et puis, n'oubliez pas de vous référer au manuel. J'ai commis, entre autres, une petite erreur avec la mémoire, donc n'oubliez pas de bien regarder dans le manuel quand vous vous installez, que ce soit le processeur, la mémoire et compagnie. C'est vite fait de faire une petite erreur, et tout est écrit dessus, donc en fait, si vous cherchez l'emplacement d'une alimentation, d'un slot, mémoire ou comment brancher le processeur, c'est écrit dedans, donc vaut mieux lire un petit coup le manuel. Encore un petit coup de Noctua, je vous avais dit qu'il fallait que je remplace les attaches qui vont être fixées sur la carte mère, et bien je le fais en ce moment. J'en profite d'avoir cette séquence juste pour vous dire que, à nouveau, je ne peux que vous recommander la marque Noctua. Déjà, ce sont des dissipateurs de très très bonne qualité, mais en plus je suis vraiment étonné que 9 ans après mon premier achat, il m'est envoyé gratuitement donc tout ce qui va bien pour venir le fixer sur la carte mère, et que je puisse continuer à utiliser mon dissipateur. Donc il va juste falloir que je nettoie proprement ce dissipateur, donc j'enlève la pâte thermique, et puis on va partir sur l'installation du processeur. Alors le processeur, dans le carton, vous avez le dissipateur, et puis vous avez le processeur en lui-même, le Ryzen 7 2700X. Alors le dissipateur, je vous le montre très rapidement, vous allez le voir de manière succincte. Donc c'est un dissipateur lumineux, et puis qui souffle directement sur la carte mère. Donc moi je l'utilise pas, donc je ne sors même pas de sa boîte. Je vous conseille de faire de même, si vous voulez vraiment une installation correctement refroidie, surtout quand on prend des processeurs de ce prix-là. N'hésitez pas à mettre quelque chose qui vaut le coup, même si, je le redis, le dissipateur fourni avec est quand même de bonne qualité. Hein. Il tiendra parfaitement la température du processeur. Donc pour installer le processeur, il suffit d'ouvrir ici le petit levier, et puis sur la carte mère, vous faites bien attention à repérer les angles. Les angles sont marqués directement sur le PCB et sur le plastique du slot AM4, donc de bien repérer les angles sur lesquels il faut mettre le processeur. Donc dans la boîte du processeur, vous avez un manuel qui vous expliquera à nouveau comment faire. Vous avez aussi sur le processeur un petit marquage qui vous expliquera comment faire. Ne vous ratez pas là-dessus, parce que ce serait dommage d'aller tordre les pins du processeur si jamais vous vous y prenez de travers. Donc une fois que vous avez lu le manuel, que vous vous sentez d'attaque, on sort le processeur délicatement de l'emballage, on repère bien l'angle qui va bien, donc le petit angle biseauté qui est marqué d'un petit coin doré, et puis bien on vient juste insérer délicatement le processeur dans le socket, donc dans son slot. Normalement il n'y a rien à faire de spécial, rien à forcer, ça va rentrer tout seul, vous avez juste à le déposer. Alors donc vous voyez ici l'angle doré du processeur qui est bien aligné avec le petit marquage
petit angle aussi qui est sur le PCB. Donc le processeur est en fichier et ne bouge pas, et puis ensuite vous rabaissez juste le levier, et puis c'est fini, le processeur est installé. Alors maintenant il reste à mettre la pâte thermique sur le processeur. Pour ça, j'ai une seringue de pâte thermique de la Noctua NTH1, quelque chose comme ça. Donc c'est juste de la pâte thermique à mettre dessus. Alors il y a différentes techniques pour mettre la pâte thermique. Vous pouvez la faire en ligne, en diagonale, raclée, etc. Moi ce que je fais c'est la solution la plus simple et la plus rapide. Je fais un gros plot au milieu, 4 plots plus petits sur les angles, et puis je complète entre les plots par des tout petits plots, juste pour être sûr que la surface du processeur soit bien couverte quand je vais mettre le dissipateur. La pâte thermique, faut en mettre ni trop ni trop peu, c'est toujours un peu compliqué parce qu'en fonction des processeurs qu'on installe, bah, la pâte thermique, il y en a besoin d'un petit peu plus ou d'un petit peu moins. Voilà, en général, là, ce que j'ai mis suffit largement pour bien couvrir le processeur et pas faire de manque entre le processeur et le dissipateur. En fait, la pâte thermique vient juste combler les aspérités métalliques, donc ça sert pas à grand chose d'en mettre trop, au contraire, vous risquez d'isoler thermiquement le processeur. Une fois que c'est fait, vous prenez le dissipateur que vous avez retenu, donc moi c'est le Noctua. Vous voyez que j'ai bien nettoyé la surface, j'ai même dégraissé avec de l'alcool. J'ai fait aussi sur le processeur pour être sûr qu'il soit bien propre. Et puis, bah, vous venez mettre le processeur délicatement sur le dissipateur délicatement sur le processeur. Et puis vous donnez un tout petit mouvement pour étaler la pâte thermique proprement. Le reste va être fait par le fait que vous serrez le dissipateur sur le processeur avec les vis. Et donc la pâte thermique va finir de s'étaler toute seule. Voilà, là, ensuite il suffit juste de visser des deux côtés, et puis vous faites ça progressivement jusqu'à ce que le processeur soit correctement, le dissipateur, pardon, soit correctement installé. Ça va dépendre donc de votre dissipateur et des techniques d'accroche du dissipateur. Moi ici c'est deux vis, une de chaque côté, donc je serre progressivement de chaque côté. Voilà, et une fois que le dissipateur est installé, bah, je vais plus avoir qu'à réinstaller les deux ventilateurs. Alors je vais en installer un, que je peux installer tout de suite puisque j'ai installé le câble d'alimentation 8 pins, donc j'ai plus besoin d'accéder sur la partie en haut à gauche de la carte mère. L'autre je n'installe pas tout de suite parce que j'ai besoin d'accéder au slot mémoire et à d'autres endroits. Voilà, donc je le ferai un petit peu plus tard. Donc on attaque maintenant l'installation de la mémoire. Donc moi j'ai de la Corsair Vengeance LPX. Vous faites pas comme moi, alors même si j'ai lu le manuel, j'ai regardé le manuel, mais à force de changer d'angle de caméra, de donner des explications, etc., je me suis raté dans l'installation de la mémoire, et en plus je suis venu installer une barrette de mémoire sous le dissipateur, ce qui n'était pas le meilleur choix. J'ai voulu choisir le channel 1 et c'était pas le meilleur choix. Donc vous regardez bien dans le manuel, vous aurez toutes les installations sur comment sont installés les channels, etc. En général, sur toutes les cartes mères, vous avez 4 slots mémoire, sauf sur les petites cartes mères ITX et autres, où vous en avez que 2 des slots. Donc si vous avez que 2 slots, c'est facile pour trouver les slots dual. Si vous avez une carte mère avec 4 slots, c'est écrit dessus où se trouvent les slots. Donc pour vous dire, par exemple, c'est DDR1 et DDR3. En général, vous allez toujours avoir des slots qui sont espacés d'une barrette pour faire du dual. Voilà. Et moi, ce que j'ai mal lu, c'est que du coup, je voulais vous montrer les slots. Et en regardant, c'était marqué DDR1, DDR2, et c'était pas ça, en fait, c'est pas comme ça qu'il fallait l'installer. Bon, toujours est-il, c'est que il va falloir les installer, ces barrettes de mémoire, donc je vous montre comment on fait. Donc, voilà mon kit de mémoire. À nouveau, je vous le redis, donc c'est de la Corsair Vengeance. Donc, c'est de la mémoire tout à fait standard, enfin, qui est plutôt bonne, puisque c'est de la 3 Go CAS 15. C'est de la low profile, donc elle est un petit peu plus basse que la mémoire standard. Donc pour installer la mémoire, vous ouvrez les deux petits crochets sur les côtés. Il y a un détrompeur, donc vous vérifiez le sens d'installation de la mémoire. Et puis ensuite, délicatement, vous poussez de chaque côté de la mémoire, elle va s'enclipser. Et puis les petits crochets vont se refermer. En gros plan, je vous remontre ce que ça donne, et surtout, vous n'installez pas la barrette comme je viens de le faire, puisque vous n'êtes pas en dual quand vous faites comme ça. Donc vous appuyez délicatement des deux côtés, vous allez voir les petits crochets se refermer, et puis vous finissez de fermer les crochets, et la mémoire est installée. Donc c'est vraiment pas très compliqué, et puis une fois que c'est fait, je peux réinstaller le dissipateur. Bon, je vais tout redésinstaller après pour pouvoir changer les slots de mémoire. Alors une fois que la mémoire est installée, bah, il suffit maintenant d'installer tout le reste, à savoir les connecteurs d'alimentation, donc ATX, connecteurs d'alimentation pour les ventilateurs, les connecteurs pour le boîtier, donc alimentation, enfin pour le bouton reset, etc., etc. Donc c'est ce que je fais maintenant.
Alors, on installe maintenant la carte vidéo, donc toujours ma Gigabyte GTX 960. Donc celle-là, c'est un format court. Elle est au format PCI Express 16X, et donc il suffit de venir l'enclipser dans le slot PCI Express 16X de la carte mère. Donc ça, c'est toujours pareil, hein, vous poussez parallèlement au slot, vous allez entendre un petit crochet se clipser sur la carte mère, et puis il reste à mettre des vis. Alors moi, c'est des vis à main que je serre avec un tournevis, c'est plus pratique. Et puis ça permet d'être sûr que la carte mère est bien arrimée sur le boîtier. Donc 2 vis parce que c'est une carte vidéo qui fait 2 slots. La plupart des cartes vidéo maintenant de toute façon avec leur format de refroidissement ont besoin des 2 slots pour être correctement refroidis. Vous serrez raisonnablement et puis normalement ça devrait être bon. On n'oublie pas avec la carte vidéo de venir y fixer son connecteur d'alimentation parce que sinon elle ne démarrera pas, elle ne sera pas correctement alimentée. Donc normalement votre alimentation doit fournir un connecteur d'alimentation pour la carte vidéo. Et puis ensuite, je vais fixer le reste. Alors, je vais mettre les connecteurs de boîtier, donc boutons, etc. Ça, je vous montre pas, c'est spécifique à la carte mère. Donc, regardez dans le manuel. Je vais mettre aussi l'USB et compagnie. Par contre, je ne branche pas tout de suite le Seriolata. Parce que je veux être sûr que tout démarre avant de démarrer Windows. Voilà, donc pour installer les USB frontaux, pour installer les boutons d'alimentation et compagnie, vous regardez dans le manuel. Je peux pas vous aider, là ça va être vraiment spécifique à la carte mère. En tout cas, je vous montre ici, j'ai installé le connecteur frontal pour l'audio. Ici, j'ai installé ce qu'il faut pour bouton reset et bouton power. J'ai rien installé en SATA, donc comme je vous l'ai dit, pour éviter les soucis. Et puis moi, sur mon boîtier, j'ai que des ports USB 2 frontaux, donc j'ai pas installé d'USB 3. Mais ça, je pense qu'il va falloir que je trouve une solution pour avoir de l'USB 3 en façade. Voilà. Et donc, une fois que tout ceci est branché, j'ai l'habitude de ne jamais installer de disque, comme ça je démarre, je regarde si la machine démarre dans le BIOS, et si c'est le cas, je brancherai ensuite les bons disques pour pouvoir démarrer la machine. On démarre avec, donc on met l'alimentation sous tension et on démarre le PC pour la première fois. Il s'est écoulé 40 à 50 minutes entre le moment où j'ai commencé et le moment où je tourne cette séquence, donc vous voyez c'est relativement rapide malgré le fait que je filme. C'est le premier démarrage, donc il est un peu plus long. Il est un peu plus long parce que normalement la carte mère va réinitialiser le BIOS au premier démarrage. Et puis vous voyez que c'est une carte mère donc avec des petites LED sur le dissipateur. C'est pas forcément, en tout cas moi je trouve ça pas forcément super utile puisque mon boîtier de toute façon est fermé complètement, donc on voit pas l'intérieur. Et j'aurais préféré avoir des petites fonctionnalités plus utiles que des LED qui s'allument, mais bon, c'est la carte mère qui veut ça, et puis maintenant de toute façon la plupart des cartes mères ont des LED installés dessus. Voilà, et puis le PC démarre, on voit que l'affichage fonctionne, que je suis dans le BIOS. Donc on peut dire que le plus gros du boulot est fait, le PC démarre, donc ça c'est déjà pas mal. Il reste maintenant à installer à configurer le BIOS, et puis à finir avec le démarrage de Windows. Petit aparté sur le démarrage de Windows, vous voyez que Windows démarre, donc c'est l'installation actuelle de Windows que j'avais avant l'upgrade. Windows a détecté le changement de périphérique, donc vous voyez c'est sur mon SSD SanDisk de 960 Go, et Windows est en train automatiquement de reconfigurer ce qu'il faut pour démarrer. Je souhaitais également aussi dans cette vidéo vous parler un petit peu du côté logiciel, donc Windows 10 mais aussi CPU-Z puisque j'ai installé CPU-Z. La particularité de ce processeur est d'être équipé de pas mal de corps, il est quand même équipé de 8 corps, ce qui est pas rien. Donc vous montrer comment il se comporte dans Windows 10 avec un exemple qui est peut-être pas réaliste mais en tout cas qui va vous montrer les différences de comportement et aussi les bénéfices à avoir un processeur multithreadé. Alors je commence avec CPU-Z pour vous montrer rapidement le processeur, donc vous voyez bien que c'est une version Ryzen 7 2700X, Pinnacle Ridge, donc dans son nom de code. Le TDP de 105 watts qui est spécifique au fait que c'est un 2700X, donc c'est les versions qui ont un TDP un peu plus élevé mais qui permettent aussi éventuellement de plus overclocker ou qui ont une meilleure efficacité énergétique, donc qui est sur socket AM4. Ce qui est important à voir c'est que déjà c'est un processeur 8 corps, donc ça on va le voir un petit peu plus tard, mais surtout que c'est un processeur dont la fréquence varie, donc en fonction de l'utilisation des ressources de la machine, sa fréquence va varier. Alors quand je parle des corps, pour les gens qui ne sont pas familiarisés avec la notion de corps, voilà le gestionnaire des tâches de Windows 10. Ici j'ai éclaté la vue processeur en vue par cœur
logique. Donc le 2700X est équipé de 8 corps physiques, et chaque corps physique est hyper-threadé, donc chaque corps physique est représenté par 2 processeurs logiques. Et on voit que donc ici que je me retrouve avec un tableau de 16 processeurs logiques capables de répondre aux différentes demandes de la machine. On voit que la vitesse de base est fixée à 3 Go 7. On voit que la vitesse courante est de 2 Go 2, donc déjà elle est largement abaissée, et en plus on peut atteindre les 4 Go 2 quand le processeur est vraiment en forte activité. Au niveau de la mémoire, parce que ça a été un petit peu embêtant pour moi au moment de l'installer, Channel Dual, c'est tout simplement parce que vous pouvez être en single ou en dual. En dual, ça veut dire que vous avez 2 barrettes de mémoire qui fonctionnent en paire. Si vous avez 4 barrettes, vous avez 2 fois 2 barrettes de mémoire qui travaillent en paire. Ça permet d'accélérer un petit peu les transferts en écriture et en lecture. Vous avez une fréquence ici qui est de quasiment à l'équivalent des 3 GHz dont je vous avais parlé, avec des timings qui ne sont pas du tout les timings du profil XMP de la mémoire, ce qui est un problème. Je suis toujours en train d'en discuter avec Gigabyte pour essayer de voir ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est un problème de mémoire, un problème de carte mère. En tout cas, les plateformes Ryzen, les plateformes AMD sont assez contraignantes en termes de mémoire supportée et de configuration de la mémoire, et j'ai en tout cas le problème ici. Alors c'est pas un très gros problème, mais je devrais être, si j'étais dans les standards, je devrais être en 15-15-15, et donc je perds un petit peu ici de performance au niveau de ma mémoire. Enfin, un dernier truc que je voulais vous montrer, c'était Cinebench. Donc Cinebench est un outil de bench pour tester les capacités de sa machine. Donc ici c'est plutôt du comportement de la génération d'images, etc. Donc c'est plutôt pour le rendu 2D, le montage vidéo, des choses comme ça, ce qui va être mis en évidence, mais aussi les capacités du processeur, puisque c'est lui qui va être mis à contribution. Il y a 2 modes de fonctionnement, mode multi-CPU, ici, donc l'application va être hautement multithreadée si j'en cette ligne, et puis ici un mode monothreadé. Et je voulais vous montrer l'impact donc sur, ici, le fonctionnement du processeur. Donc si je lance le bench en mode multithreadé, vous allez voir que ici tous les processeurs logiques vont se mettre à consommer à mort de l'utilisation des processeurs va être maximale, et vous voyez ici la fréquence qui est autour des 3 Go, autour des 4 Go, donc 3 Go 96. Voilà, donc là, ce qui se cache aussi derrière tout ça, c'est que les consommations sont montées en flèche sur ma machine, tout simplement parce qu'il faut alimenter le processeur en termes de tension. Voilà, puis dès que le bench est fini, vous voyez que tout revient à la normale, et voilà le résultat que j'ai. Alors il est évidemment atténué par le fait que je suis en même temps en train d'enregistrer cette vidéo, mais vous voyez que j'ai quand même des performances d'assez bonne qualité. Bon, j'ai beaucoup mieux évidemment quand j'enregistre pas en même temps. Alors maintenant je vais lancer la version simple cœur, donc simple cœur physique, et vous allez voir une petite différence de comportement. Là où tout à l'heure tous les corps étaient en train de fonctionner en même temps, vous voyez qu'ici un seul cœur en lui-même travaille. Et ça va permettre de vérifier que effectivement le processeur en mode de monothreadé est capable de fournir le niveau de performance attendu. Alors c'est pas parce qu'il est monothreadé que c'est toujours le même corps qui travaille. Vous voyez qu'ici on a basculé de ce processeur logique ici à ce processeur logique là. Mais par contre vous voyez qu'ici, ce qui est important, ce que je voulais vous montrer, c'est que la fréquence du processeur est beaucoup plus élevée qu'en mode multithreadé, tout simplement parce que, étant donné qu'il n'y a qu'un seul corps physique qui travaille, en interne dans les processeurs AMD, mais c'est aussi vrai pour les processeurs Intel depuis un petit moment, il y a un boost qui s'opère pour pouvoir augmenter la fréquence d'un corps, parce que au final ce corps-là supporte une fréquence supérieure, là on était quasiment à 3 Go 6, et qu'en plus la consommation globale du processeur reste faible, puisqu'un seul corps travaille. Voilà, et puis donc ce bench va prendre un petit peu de temps, donc on va attendre la fin, et puis je vous donnerai les performances finales. Voilà, la machine a fini de travailler. Vous voyez ici les performances en mode simple cœur. Donc vous pouvez facilement comparer avec ce qui est trouvable sur internet, vous verrez que les performances de ma machine sont plutôt correctes, c'est assez ironique parce qu'en fait elles sont même plutôt bonnes, sachant qu'en plus je suis en train d'enregistrer en même temps, donc j'ai un petit peu de perte de performance, et puis ma mémoire est pas encore correctement configurée. Il va de soi que j'ai fait un gain de performance qui est plus que significatif par rapport à ce que j'avais avant, et pourtant ce que j'avais avant était déjà une plateforme qui était tout à fait performante, même s'il était daté d'il y a 9 ans. Alors une dernière chose dont je souhaite parler, c'est pour vous montrer que ma version de Windows est activée, donc j'ai pu
je suis parvenu à réactiver ma version de Windows 10. Autrement dit, si vous avez une version non OEM, il n'y aura pas de souci à faire activer votre Windows 10. Et pour autant, j'avais quand même un compte Microsoft associé à cette machine, donc normalement, elle aurait dû se réactiver toute seule, mais bon, j'ai un petit peu galéré à le faire réactiver, mais c'est tout à fait possible de le faire. L'autre chose que je voulais vous montrer, c'est aussi que cette installation de Windows 10, c'est la même installation que avant ma migration. Donc c'est toujours le même Windows 10, la même installation que j'avais faite sur mon ancienne plateforme. Donc je n'ai absolument pas réinstallé Windows 10, je n'avais rien fait pour faire reconnaître les périphériques, et vous voyez que pour autant, je n'ai aucun problème de détection de périphériques. Je n'ai même installé aucun driver, pour être honnête. C'est peut-être une hérésie pour certains. Peut-être que je serai amené à installer un ou deux drivers en fonction des futurs problèmes ou améliorations que je vois. Le fait de n'installer aucun driver exotique venant de l'extérieur du monde Windows permet entre autres ce type de choses. C'est-à-dire que Windows est capable de changer carrément l'intégralité de la machine sans vraiment un gros crash, et il réinstalle les drivers qui vont bien. Vous pouvez toujours installer des drivers au cas par cas, donc réseau, etc. Mais faites-le en connaissance de cause. C'est pas parce que vous allez installer un driver récent que pour autant il va être plus stable. Ça va peut-être même être l'inverse, il peut peut-être vous faire introduire des problématiques de stabilité sur votre machine, donc les écrans bleus, etc. Que je n'ai pas pour l'instant, puisque ma machine fonctionne depuis un peu plus d'une semaine et elle est parfaitement stable. Voilà, donc c'est le choix que j'ai fait. En tout cas, j'ai un Windows 10 qui ne m'a rien coûté en termes de temps d'installation, qui est activé et qui fonctionne parfaitement et qui est installé parfaitement. Les seuls drivers que j'ai installés sont les drivers de ma carte vidéo. Voilà, j'espère que ce petit tour rapide vous aura suffi. Je vous passe pas en revue tous les benches ou tous les logiciels que je peux vous montrer, mais en tout cas, normalement, je devrais gagner du temps maintenant dans mes montages vidéo. Voilà, j'espère que la vidéo concernant ce Ryzen 7 2700X a été claire pour vous, que ce soit sur la partie installation upgrade, mais aussi sur la partie logiciel. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Je peux même faire des vidéos complémentaires si vous avez des questions très précises qui nécessiteraient une vidéo dédiée. En attendant, moi j'espère avoir couvert l'essentiel des fonctionnalités du Ryzen 7 et de l'installation, et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir!